Bonjour, on continue le cours d'analyse fonctionnelle, toujours dans le chapitre des grands théorèmes de l'analyse fonctionnelle. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur cette proposition concernant deux normes comparables dans un espace vectoriel. Alors d'abord, on dira que les deux normes sont comparables si l'une de ces propriétés est vraie. La première que vous voyez ici, ou bien la seconde. Lorsque les deux sont vrais en même temps, alors elles sont équivalentes. Alors comparable, c'est l'une d'elles est vraie, l'une ou l'autre. Donc, proposition, soit un espace vectoriel muni de deux normes, norme 1 et norme 2, pour lesquelles il est de Banach, c'est-à-dire Banach pour chacune d'elles. Alors, si ces deux normes sont comparables, elles sont équivalentes. La démonstration repose sur le théorème d'isomorphisme de Banach. Donc, on suppose par exemple que c'est la deuxième propriété qui est vraie. Donc, il existe C2 tel que norme de x numéro 2 est inférieure à C2 norme de x numéro 1 pour tout x dans E. Cela veut dire tout simplement que l'identité est continue. L'identité, c'est une application linéaire. Donc, avoir cette propriété-là, ça veut dire que la norme de l'image dans l'espace d'arrivée est inférieure à C2 fois la norme de x dans l'espace de départ. Et ça, c'est précisément la continuité de grand I. Alors, I est linéaire, continue et elle est bijective. Donc, d'après le théorème d'isomorphisme de Banach, c'est son application réciproque, qui est elle-même linéaire aussi, est continue. Et dire qu'elle est continue, cette application, je rappelle que ici, l'espace de départ est avec la norme 2, c'est E avec la norme 2, et l'espace d'arrivée, c'est E avec la norme 1. Donc, ça veut dire qu'il existe une constante telle que norme de x numéro 1 est inférieure à C, norme de x numéro 2, quel que soit x appartenant à E. Et précisément, nous avons donc obtenu l'autre inégalité. Alors, cette inégalité plus celle-là, vraie pour tout x, ça veut dire qu'elles sont équivalentes. Le théorème du graphe fermé. Tout d'abord, rappelons la notion de graphe. Quand on a d'une manière générale f entre deux ensembles, une application entre deux ensembles x et y, le graphe, c'est le sous-ensemble du produit cartésien grand X croix grand Y, donc c'est un sous-ensemble de grand X croix grand Y, formé des couples x, f de x, lorsque x parcourt grand X. Alors, nous avons donné dans la définition des métriques dans l'espace départ et dans l'espace d'arrivée, parce que nous voulons associer cette notion de graphe avec la continuité. Alors, plus précisément, d'une manière générale, c'est toujours vrai si f est continu, de l'espace x métrique vers l'espace y qui est métrique aussi. Si f est continu, le graphe est fermé. Et ceci vient du fait que si xn tend vers A, f de xn tend vers f de A. Et par conséquent, si vous prenez une suite dans le graphe du type xn, f de xn qui converge, alors forcément, vous avez la limite du couple est de la forme x, de la forme a f de A, c'est-à-dire la limite de xn et la limite de f de xn sera f de A grâce à la continuité de f. Donc, nous avons toujours continu implique le graphe est fermé, mais la réciproque est fausse. Alors, nous donnons ici un exemple. Dans le cas où grand X et grand Y sont des réels, évidemment pour la métrique euclidienne, tout le monde sait, et cette application qui vaut 1 sur x pour tout x non nul et vaut 0 en 0. Dans le théorème suivant, on démontre que la réciproque est vraie. Avec des hypothèses bien précises. Donc cet exemple dont je viens de parler, il vous donne le fait que la réciproque est fausse d'une manière générale. Parce que, alors, le graphe de cette application, c'est quoi? Il est formé de trois branches. L'hyperbole pour x positif, et son symétrique pour x négatif, et le singleton 0, 0. La branche pour x positif, elle est fermée.
un petit exercice de topologie nous montre qu'elle est fermée. Et donc, le graphe est formé de 3 branches, l'hyperbole pour x strictement positif, son symétrique pour x négatif est donc fermé aussi, et puis le singleton 0, 0, le graphe étant la réunion de 3 fermés, il est fermé. Donc, je disais que, en général, la réciproque est fausse, et dans le théorème de graphe fermé, nous allons avoir une réciproque, mais avec des conditions bien précises. Donc, le théorème du graphe fermé nous permet de voir que la réciproque est vraie dans cette situation, c'est-à-dire on se donne 2 espaces de Banach, bien soulignés, et T une application linéaire, bien souligner la linéarité aussi. Alors, si le graphe est fermé, T est continu. Et donc, avec les hypothèses de ce théorème, il y aura équivalence. Je rappelle que l'implication dans ce sens est toujours vraie, et avec les hypothèses que nous avons, alors l'implication directe sera vraie aussi. Dans la pratique, le théorème de graphe fermé donc se vérifie sa véracité en prenant une suite quelconque qui converge vers A, et si T de xn converge vers P, alors il faut trouver B égale T de A. C'est comme ça qu'on vérifie que le graphe est fermé. La démonstration de ce théorème. Donc, au départ, donc, nous avons 2 Banach, chacun avec sa norme. E avec sa norme indice E et F avec sa norme indice F. Banach tous les deux. Et on suppose que l'application linéaire de E vers T a un graphe fermé. Qu'est-ce que nous voulons démontrer? Nous voulons démontrer qu'elle est continue. Alors pour cela, nous définissons une nouvelle norme sur E que je note norme de x indice T parce qu'elle va dépendre de cette application linéaire. Comme étant, cette norme est définie comme norme de x dans E plus norme de T de x dans F. Le fait que ce soit une norme facile à vérifier, ça vient de propriété de norme et puis de la linéarité de T. Elles sont comparables. Manifestement, vous avez norme x indice E est plus petit que norme de x indice T. Donc, elles sont comparables. Et je veux montrer que cet espace est complet pour pouvoir utiliser, utiliser la proposition de tout à l'heure. Alors, pour montrer qu'il est complet, donc je prends une suite xn dans E qui est de Cauchy pour cette nouvelle norme indice T. Alors, ça veut dire que quel que soit epsilon, il existe un 0 à partir duquel, si m et n sont plus grands que un 0, j'ai norme xn moins xn, indice T est inférieur à epsilon. Ce qui va me donner, puisque cette norme que vous voyez ici est la norme de celle-ci, la norme xn moins xn, indice E, plus la norme t de xn moins t de xn, indice F, donc cette propriété implique aussi que cette inégalité-là, donc xn est de Cauchy, et on a aussi l'inégalité vraie t de xn moins t de xn en norme dont f est inférieur à epsilon, si on a ces conditions, évidemment, quel que soit epsilon positif, il existe un 0 à partir duquel, si m et n sont plus grands qu'un 0, donc la conclusion c'est on a cette inégalité. Alors, les deux suites, xn est de Cauchy dans E, et l'autre, t de xn est de Cauchy dans F. Comme ces deux espaces sont des Banach, alors, il existe A dans E tel que xn converge vers A, et il existe B dans F tel que t de xn converge vers B. Mais comme le graphe fermé, rappelez-vous la propriété P d'application, alors B est égal T de A. Si bien que nous avons xn converge vers A, donc ça veut dire ceci, norme de xn moins A dans E tend vers 0, et T de xn tend vers T de A, donc T de xn moins T de A, norme dont F tend vers 0, et cette norme qui est la somme des deux précédentes, donc tend vers 0 également. Ainsi, à partir d'une suite de Cauchy pour la norme nouvelle, cette norme indice T, j'ai démontré que cette suite converge dans E avec cette nouvelle norme. L'espace ainsi est complet, et maintenant j'ai les conditions de la proposition précédente. Ces deux normes qui sont comparables, nous l'avons dit plus haut,
sont donc équivalentes et par conséquent, il va exister un M strictement positif tel que l'on est cette inégalité aussi vraie l'autre comparaison, c'est-à-dire nombre de x indice t est inférieur à m, nombre de x indice e, quel que soit x dans e. Et cette inégalité, si on remplace ceci par sa valeur, on obtient cette inégalité-là. Faisons passer le norme x indice e de l'autre côté et on obtient cette inégalité qui résume la continuité de t. T est donc continu comme application linéaire de E vers F. Ainsi, le théorème du graphe fermé est démontré. Alors, nous avons ici un exercice d'application. Donc, si vous avez deux espaces de Hilbert et vous avez des applications A de H1 vers H2 et B de H2 vers H1 qui vérifient cette propriété-là. Vous voyez que des applications. Ça, c'est le produit scalaire dans l'espace H2 et ça, le produit scalaire dans l'espace H1. Si on a cette propriété vraie et on a des applications, alors montrez qu'elles sont linéaires toutes les deux et qu'elles sont continues en utilisant le théorème du graphe fermé. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet exercice. Maintenant, nous allons aborder le chapitre 5, le théorème de Ham-Banach et ses applications. Alors, le théorème de Ham-Banach est un des grands théorèmes de l'analyse fonctionnelle les plus importants, sinon le plus important. Nous l'avons séparé des autres parce que lui-même est un chapitre, tellement il y a des propriétés, des corollaires qui découlent de ce grand théorème d'analyse. Évidemment, on commence par des théorèmes d'algèbre. Il n'y a que des propriétés algébriques, mais qui va nous donner le grand théorème de Ham-Banach, version analytique, que l'on utilise pour avoir les corollaires qui vont donner un impact important en analyse fonctionnelle. Donc, dans ce chapitre, nous allons étudier le théorème de Ham-Banach, qui est un des piliers de l'analyse fonctionnelle. Ce théorème concerne le prolongement des fonctionnels linéaires et a des conséquences importantes. Parmi elles, entre autres, le fait que le dual de tout espace vectoriel normé non trivial sépare les points. Nous introduisons également le bidual d'un espace vectoriel normé, ainsi que le concept d'espace réflexif, dont des exemples sont les espaces de Hilbert et les espaces vectoriels normés de dimension finie. Enfin, nous étudions la convergence faible dans les espaces vectoriels normés. Alors, le théorème d'Ham-Banach commence par des théorèmes où il n'y a que des notions algébriques. Définissons d'abord ce que c'est une sous-norme. C'est une application de E vers E+, un espace vectoriel sur R. Notez bien que je commence par un espace vectoriel sur R. Cette application est une sous-norme si elle vérifie cette propriété numéro 1, quel que soit lambda, un scalaire strictement positif, quel que soit x appartenant à E, P de lambda x est égal à lambda P de x. Et l'autre propriété, l'inégalité triangulaire avec P. Remarquez que ces propriétés ressemblent à celles d'une semi-norme. Simplement, pour une semi-norme, c'est quel que soit lambda scalaire, P de lambda x est égal à valeur absolue de lambda P de x. Ici, ce n'est pas le cas. C'est juste pour les scalaires strictement positifs puisqu'on est sur un espace réel. Donc, vous voyez qu'une sous-norme, ce n'est pas une semi-norme. Mais une semi-norme est une sous-norme. Le théorème d'Ham-Banach, donc, soit E un espace vectoriel, le HP1 est la première version du théorème, soit un espace vectoriel sur R, et P une sous-norme sur E. Et F un sous-espace vectoriel de E, et L une forme linéaire sur F telle que L de x est inférieur à P de x. Donc, partons d'une forme linéaire sur un sous-espace F. Ce théorème, avec ces hypothèses, assure l'existence d'un prolongement de ce L, que je note L tilde, ce prolongement sur l'espace E tout entier, donc, est tel que L tilde de x
est inférieure à P de X, c'est-à-dire elle garde cette inégalité vis-à-vis de la sous-norme P. Donc, dire qu'elle prolonge, ça veut dire que L tilde et L coïncident sur F, ce que l'on note aussi, la restriction de L tilde sur F est égale à L. Alors, la démonstration de ce théorème se fait grâce au lemme de Zorn. Elle est un petit peu longue, on l'a fait en général en cours présentiel, mais ici, donc, je me contente de donner l'énoncé. Et ce théorème va nous donner deux corollaires. Le premier corollaire, donc, que j'appelle le théorème d'Ham-Banach HB2, il y a une petite différence dans les hypothèses, c'est que à la place de sous-norme, maintenant, c'est une semi-norme, mais les mêmes hypothèses que le théorème précédent. Alors, à la conclusion, nous obtenons un prolongement L tilde sur E, donc un prolongement de grand L, mais avec une conclusion un peu plus riche, c'est-à-dire la valeur absolue de L tilde de X est inférieure à P de X. Remarquez que dans le premier théorème, on n'a pas la valeur absolue, on a juste ceci. Donc ici, avec une hypothèse plus forte, P semi-norme, entière, conclusion plus riche. Voilà. Le théorème, donc je répète, c'est les mêmes conditions du théorème précédent. Simplement, nous avons une semi-norme qui est elle-même une sous-norme. Par conséquent, on peut appliquer, pour la démonstration, on applique le théorème précédent et on a L tilde qui prolonge L et qui vérifie cette propriété-là, d'après le théorème précédent. Ce qui reste, c'est à montrer ça. Et pour le faire, on prend l'opposé de L tilde de X. C'est moins L tilde de X. Avec la linéarité, c'est L tilde de moins X. Et cette comparaison vraie pour tout X, donc elle est vraie pour moins X. Donc on a L tilde de moins X inférieur à P moins X. Et comme ici on a une semi-norme, P de moins X égale P de X. Donc nous avons obtenu l'inégalité qui nous manquait, c'est-à-dire l'opposé de L de X, aussi inférieur à P de X. Donc on a la valeur absolue est inférieure à P de X, la valeur absolue de L tilde de X. Enfin, nous allons donner un autre corollaire que j'ai appelé donc le théorème de Ham-Banach HB. Donc théorème 5.2, c'est le théorème de Banach principal, toujours dans cette version algébrique. Et vous remarquez que il n'y a pas de normes sur les espaces vectoriels, il n'y a pas de continuité des fonctionnels, que des notions algébriques. Mais cette fois-ci, le E est un espace vectoriel sur R ou C. Donc je vais considérer qu'il est sur C, parce que sur R, on a déjà vu le théorème CHPR. Les hypothèses sont les mêmes que le corollaire précédent, mais avec une petite amélioration, ou plutôt une contrainte sur les hypothèses, c'est-à-dire, bon, le module de L de X est inférieur à P de X. Évidemment, on ne peut pas écrire L de X inférieur à P de X, puisque quand L de X est un complexe, ça peut être un imaginaire pur, etc. Donc ici, c'est le module. Voilà l'hypothèse. Module de L de X est inférieur à P de X. Avec cette nouvelle hypothèse et le E sur C, nous obtenons cette conclusion. Cette fois-ci, c'est le module de L tilde de X. Ce prolongement qui existe, qui prolonge grand L, vérifie module de L tilde de X est inférieur à P de X, quel que soit X appartenant à. Donc je rappelle que ici, nous avons un espace complexe. Et pour le démontrer, on a besoin de passer par l'espace E, considéré comme espace vectoriel sur R. Ce que j'ai noté dans ce lemme E indice R, l'espace sous-jacent, c'est-à-dire le E, mais avec la structure d'espace vectoriel sur R. E étant un espace vectoriel complexe, toutes les propriétés de la notion d'espace vectoriel sont vérifiées avec les scalaires complexes, et donc aussi avec les scalaires réels, si bien que E est aussi un espace vectoriel sur R. Alors maintenant, que dit ce lemme? Si V est une forme linéaire complexe sur E, hein,
Alors, en prenant petit u est égal le réel de V, nous obtenons une forme linéaire sur cet espace sous-jacent, c'est-à-dire la structure de E comme espace vectoriel sur R, donc une forme linéaire hein, qui a sa relation avec V, c'est V de x est égal U de x, c'est-à-dire le réel de V de x, moins I, U, I de x. Je rappelle ici quelque chose sur lequel on passe, c'est que le réel de IZ d'un complexe, réel de IZ, c'est moins imaginaire de Z. Donc vous retrouvez ici, en appliquant ce que je viens de dire, réel de V plus I imaginaire de V. Voici la relation entre V et I. Donc, je répète, si vous avez une forme complexe, linéaire, vous obtenez une forme linéaire réelle sur le sous-espace, sur l'espace E tout entier, hein, en tant qu'espace vectoriel réel. Et la relation entre les deux, la voici. Inversement, si nous avons une forme linéaire sur l'espace E sur R, vers R, une forme linéaire, alors la formule, cette formule que j'ai notée étoile, définit une forme linéaire complexe. Et ils ont cette relation entre eux, réel de V est égal à I. C'est ce lemme qui va être utile dans la démonstration de ce théorème principal, HP. Donc on suppose que E est un espace vectoriel sur C. Le cas K égale 1 a été déjà montré dans HP1. Remarquons que E est aussi un espace vectoriel sur R. Notez ER c'est dessus, donc on va le noter E pour ne pas trop avoir trop d'ambiguïté. Posons maintenant L de x est égal réel de L. D'après le lemme précédent, nous avons une forme linéaire sur l'espace E avec structure réelle. Alors cette forme linéaire, qui vérifie les hypothèses du corollaire 5.1 HP2, donc il existe une forme linéaire phi qui la prolonge, Alors L vérifie les hypothèses parce que ici vous avez module de L. Si vous prenez le réel de grand L, évidemment il vérifie la propriété petit l de x est inférieur à p de x. Donc d'après le théorème HB2, il existe une forme linéaire phi qui prolonge ce petit l, tel que phi de x est inférieur à p de x, quel que soit x appartenant à E. Alors grâce au lemme, si je définis L tilde de x est égal à phi de x moins i de x, j'ai une forme linéaire sur l'espace vectoriel complexe à valeur dans C et qui coïncide avec L sur F. Alors ça coïncide avec L sur F, il faut le faire à la main et le vérifier. C'est vrai, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, l'imaginaire de IZ, c'est, le réel de IZ, c'est moins imaginaire de Z. Donc elle coïncide avec L sur F, et pour avoir l'inégalité, cette inégalité-là, il suffit donc de prendre L tilde d'un élément x comme étant son module exponentiel i son argument. Multiplié par exponentielle moins iθ, et vous avez donc le module de L tilde de x est égal à exponentielle moins iθ L tilde de x. Avec la linéarité, je fais entrer le E moins iθ à l'intérieur. Et ceci, grâce à cette propriété, est égal phi de i moins iθ x. Alors, vous allez vous dire pourquoi il n'y a pas cette partie imaginaire, parce que tout simplement, celui-ci est réel. Il n'y a pas de partie imaginaire. Et ceci, d'après la propriété de phi, elle est inférieure à p de e moins iθ x. Et puisque p est une semi-norme, sort le e moins iθ avec le module qui vaut 1. Donc, on récupère p de x à la fin. Et nous avons donc démontré cette propriété-là. Voilà, le théorème HP principal algébrique est démontré. Alors, vous remarquez, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce que nous avons vu, il n'y a pas de topologie ni de continuité. Tout ça était des notions algébriques. C'est maintenant que commence l'analyse.
Dans la suite, on va donner plusieurs corollaires du théorème de Banach qui vont avoir un impact très important en analyse fonctionnelle. On remarquera que jusqu'à présent, il ne s'agissait que de formes linéaires, sans continuité. Alors, ce corollaire que j'appelle le théorème d'Banach, version analytique, c'est le premier théorème d'analyse de Banach que nous voyons, et après, il y aura des corollaires. Alors, soit un espace vectoriel normé, vous voyez donc on a une topologie, sur le corps R ou C et F, un sous-espace vectoriel de E. On suppose que phi appartient à F', c'est-à-dire une forme linéaire continue, donc la continuité s'introduit maintenant, forme linéaire continue. Alors, il existe un prolongement linéaire continu également, appelé phi tilde, et qui vérifie l'égalité des normes. Donc ce prolongement garde la même norme que la forme linéaire au départ sur le sous-espace F. Pour démontrer ce théorème HB analytique, HBA, nous allons utiliser le théorème précédent. Donc on a besoin d'une semi-norme. On l'a défini, P de x est égal norme de phi, ça ne dépend pas de x, que multiplier la norme de x. Et donc c'est une semi-norme. Voilà. Et puis, puisque par hypothèse f est continu sur grand F, donc phi de x en module est inférieur à norme de phi que multiplie norme de x. C'est comme ça qu'on a appris la continuité d'une application linéaire. Rappelez-vous que le module, c'est la norme dans C. Donc, vous avez ici la norme de phi de x dans l'espace d'arrivée qui est C, est inférieure à une constante fois norme de x. C'est ça la continuité. Cette constante, c'est norme de phi. Mais ça, c'est précisément P de x. Donc, les hypothèses du théorème HP sont vérifiées. Une forme linéaire sur un sous-espace vectoriel grand F qui vérifie une propriété, cette inégalité vis-à-vis d'une semi-norme que j'ai définie. Alors, d'après le théorème HB, il existe une forme linéaire phi tilde qui la prolonge. Il ne dit pas qu'elle est continue. La continue, on va la trouver. Alors, pourquoi elle est continue phi tilde? Parce que son module, le théorème HB nous assure que le module du prolongement phi de x est inférieur à P de x. Il garde cette propriété-là. Mais P de x, c'est précisément norme de phi fois norme de x. Et donc, du coup, nous avons la continuité de phi tilde. Hein? Et sa norme sera inférieure à cette constante-là. Donc, nous avons cette inégalité norme de phi tilde inférieure à norme de phi. Je veux montrer l'inégalité dans l'autre sens. Et pour cela, revenons à la définition de la norme de phi tilde. C'est le sup des modules des valeurs de phi tilde de x sur norme de x lorsque x parcourt E, x non nul. Et ceci est supérieur à cette quantité-là parce que x parcourt que f, qui est un sous-ensemble de E. Mais ceci, puisque phi tilde et f et phi coïncident sur f, donc c'est égal à ça. Le sup de phi de x en module sur norme de x lorsque x est non nul dans f. Et ça, c'est précisément la définition de la norme de phi. Et donc, j'ai obtenu l'inégalité dans l'autre sens et on a l'égalité. Voici donc ce théorème. Vous voyez que c'est un théorème, le premier théorème que nous avons de Banach avec des notions d'analyse, la continuité et la norme dans l'espace vectoriel. Alors ce théorème, HBA, va avoir des conséquences très intéressantes qui vont nous donner beaucoup de résultats. Alors le premier résultat, c'est ce que nous avons ici, donc soit E un espace vectoriel normé et x0 un élément de E. Alors il existe f appartenant à E', tel que donc une forme linéaire qui vaut x0 au carré, au point x0, et la norme de phi, c'est précisément la norme de x0. La preuve, dans le cas où x est nul, il suffit dans le cas où x0 est nul, il suffit de prendre x0, il suffit de prendre la forme linéaire nulle, f, ça marche. Si x0 est non nul,
Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser le théorème précédent, théorème HBF. Alors, et pour cela, j'ai besoin d'un sous-espace vectoriel F. Alors, je le crée ici. Cet espace, c'est la droite engendrée par x0, qui est, je vous rappelle, non nulle. Donc, c'est une droite. C'est ce que je note kx0 si k égale ROC. Donc, c'est l'ensemble des éléments lambda x0, lambda parcourt le corps K. Et j'ai besoin d'une forme linéaire. La forme linéaire, une forme linéaire continue. Alors, je la définis comme ça sur F, phi d'un élément de grand F qui est de la forme lambda x0 est égal à lambda que multiplie la norme de x0 au carré. C'est comme ça que je définis cette forme. Il est évident que cette forme, elle est linéaire. Et la continuité, prenez le module de l'image sur la norme de lambda x0 et vous obtenez exactement x0. Toujours pour lambda non nul. Si bien que la norme de phi est égale à x0. Donc vous voyez bien que c'est une forme linéaire qui est continue. Et elle vaut ça en x0. Parce que pour x0, vous avez ici le lambda égale 1. Donc l'image de x0 par phi, c'est norme de x0 au carré. Alors, toutes les hypothèses du théorème précédent sont vraies. Alors, il existe une forme linéaire f qui la prolonge. Auparavant, on l'a noté phi tilde, mais là, on l'appelle petit f, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans le théorème. Donc, il existe f appartenant à prib qui prolonge phi et qui va garder les mêmes valeurs sur grand F. Donc, elle va avoir la même valeur que phi, c'est-à-dire x0 au carré, au point x0. Et la norme est égale à la norme de phi. Donc, c'est norme de x0. Voilà, le théorème est démontré. Cette variante de ce théorème, les mêmes hypothèses, simplement, je suppose x0 non nul. Et vous voyez, vous allez voir pourquoi. Alors, il existe une forme linéaire que j'appelle maintenant G, qui vaut en x0, norme de x0 et norme de G égale 1. Pour le démontrer, prenez f du corollaire précédent et la divisez par norme de x0 et vous avez la réponse. Alors maintenant, on arrive à ce résultat qui est très important, la notion dont on a parlé dans l'introduction du chapitre, E' sépare les points. Alors, pour tout espace vectoriel normé E, non trivial évidemment, parce que s'il est réduit à 0, il n'y a que 0, mais il n'y a pas de séparation. Alors, E', le dual, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires continues, sépare les points de E. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, sépare les points? Ça veut dire que si vous prenez deux points dans E qui sont distincts, x différent de y, alors il existe une forme linéaire continue sur E qui les sépare. Les sépare, ça veut dire g de x différent de g de y. Vu d'une autre manière, ça veut dire que si, ceci est équivalent à dire que si pour deux points, toutes les formes linéaires donnent g de x égale g de y, c'est-à-dire toutes les formes linéaires coïncident sur ces deux éléments, alors forcément ils sont égaux. Autrement dit, voilà une autre version, si toutes les formes linéaires continues valent 0 en un point x, alors ce x est nul. Tout ça, ce sont des variantes de cette proposition. Ça veut dire la même chose. Alors, pour démontrer, donc la première version, donc nous supposons que x et y sont deux éléments différents dans E. Alors, on prend x0 égale leur différence, il est donc non nul, et on applique le corollaire 5,4 précédent. Il existe G dans E', c'est-à-dire une forme linéaire continue, telle que G de x0 est égal à norme de x0, et norme de G égale 1. Alors, dire que G de x0 égale x0, ça veut dire G de x moins y est égal à x moins y, la norme, elle est non nulle. Mais par la linéarité, donc je vois que G de x moins G de y est non nul, et par conséquent, G de x différent de G de y. Ainsi, cette forme linéaire G sépare
ces deux points. Donc, je vais arrêter mon cours aujourd'hui ici. Je vous remercie pour votre attention. Merci.